Eh bien, bonjour. Nous embarquons à bord d'un nouveau webinaire avec Moss Mind Insight et surtout Kiabi, qui est son client, qui est une marque bien connue et qui va traiter ce webinaire des stratégies de formation internationale dans le domaine du retail sous influence de la crise sanitaire qui dure maintenant depuis bientôt un an. Alors, juste un petit mot avant de commencer. Le retail, c'est un domaine privilégié pour le digital learning depuis de nombreuses années. Ça a été le fer de lance du digital learning dans un certain nombre d'entreprises et on verra pourquoi il est une réponse à des enjeux et des problématiques qui existent partout dans le retail. Sauf que quand on dit le retail en général, il faut aussi se préoccuper du retail en particulier, notamment chez Kiabi, qui a beaucoup de choses à nous dire. Et donc, les réponses spécifiques qui ont été apportées, notamment, on a commencé à le dire, sous l'influence de la crise. Alors, avant d'aller plus loin, je vais laisser la parole à nos intervenants pour vous demander de vous présenter. Alors, commençons par Fatima, vous êtes en haut à gauche. Fatima, on se tutoie Fatima dans la vraie vie, donc il n'y a aucune raison de ne pas poursuivre ainsi sur le webinaire. Excuse-moi. À toi. Je t'en prie, Michel. Donc, Fatima Saïd, directrice formation chez Kiabi. Très bien. Victoire. Eh bien, Victoire Deblos, je suis arrivée chez Kiabi il y a 3 ans et je suis sur un poste de responsable formation et j'ai accompagné particulièrement le projet en tant que contributrice dans l'équipe de Fatima. Très bien. Quant à toi, Elodie, on te connaît aussi un petit peu, en quelques mots. Oui, donc je suis la fondatrice et la directrice de Moss et je suis sponsor sur le projet Kiabi. Bien. Et on va beaucoup parler de partenariat pendant notre webinaire, puisque le projet Kiabi, pris dans la crise, comme tous les autres projets de formation et les entreprises, a réussi à tomber sur ses pieds grâce à ce partenariat de grande qualité entre Kiabi et Moss Mind Insight. Avançons un peu sur l'agenda. Donc, voici les points que nous avons prévus de traiter. D'abord, je le disais, la question de la formation d'une façon générale dans le retail et en particulier chez Kiabi, enjeux et problématiques. Et puis, nous aurons plusieurs focus. Alors, un premier focus, c'est, je le disais, Kiabi et sa formation dans la crise. Et vous voyez, on annonce déjà la couleur. La crise, même pas peur. Bon, on en saura un peu plus rapidement. Et bien entendu, la crise, même pas peur, parce que la crise a eu un impact sur l'académie by Kiabi, et on verra comment la stratégie a évolué, finalement, a évalué de façon très positive grâce aux réflexions tirées de la crise. Et puis, nous verrons évidemment la réponse qui a été apportée par le portail Moss Mind Insight, qui finalement s'exprime à travers l'Académie by Kiabi. Alors, on va commencer par les enjeux et les problématiques de formation. Et donc, écoute, Fatima, tu es quand même la mieux placée pour savoir quels sont les enjeux et problématiques de formation du réseau de distribution Kiabi. Donc, je te laisse la parole là-dessus. Merci Michel. Donc, juste peut-être avant de rentrer dans les enjeux et problématiques de formation, je vais peut-être juste resituer Kiabi, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Kiabi. Donc, Kiabi, une entreprise du coup qui a été créée en 1978 par Patrick Mullier, une grande surface spécialisée dans l'habillement, dans le domaine de l'habillement et principalement sur de l'adulte et de l'enfant. Donc, l'activité principale, forcément, c'est de la conception et de la vente de produits en multicanal et notre marque, donc à petit prix. Juste quelques chiffres clés, 9500 Kiabers, donc partout dans le monde, 25 millions de clients et 505 magasins dans le monde, dans 17 pays, avec une couverture avec notre site web dans 25 pays. Donc ça permet juste un peu de resituer Kiabi. On a une ambition forte chez Kiabi, bien sûr, c'est d'offrir au monde du bonheur à porter. Et très vite, on arrive en fait dans une symétrie des attentions, parce que c'est vraiment ce qui nous caractérise. Et c'est important de le signaler parce que c'est ce qui a aussi été notre driver dans ce projet. Donc la symétrie des attentions, happy client, happy Kiaber. Donc pour justement maintenir cette différenciation. Chez Kiabi, en fait, la formation,
est présente depuis très longtemps. On a un organisme de formation interne à Kiabi depuis 35 ans et avec une ambition forte, une stratégie, une ambition dans la formation, c'est vraiment d'être une école de référence dans le monde du retail. Donc ça, c'est vraiment en fait ce qui nous drive. Pour donner quelques indications en termes de chiffres du coup formation, on est à 80 000 heures de formation l'année dernière. Donc 80 000 heures à peu près, hein, j'ai un peu arrondi. 9 000 sessions. 9 000 sessions de formation. Et en masse salariale, si on prend, alors même si les obligations n'existent plus dans tel quel, mais au moins ça donne en fait des repères, on a un investissement en fait de 3,9% de la masse salariale en formation. Donc une vraie croyance, une vraie ambition et une croyance en fait que la formation est un vrai levier de performance chez Kiabi. Donc nos enjeux et nos problématiques, enfin en tout cas ce qui nous a drivé dans ce projet, c'est comment en fait on donne les moyens à l'apprenant d'être au cœur de son développement. Alors je sais, ça peut paraître bateau, hein, parce que tout le monde effectivement parle de l'apprenant acteur, mais là c'était vraiment comment en fait on s'inscrit dans cette dimension-là et vraiment penser la solution avec un axe vraiment qui beurre client et une vision expérience utilisateur. Embarquer le management, on sait que le pilotage de la formation passe par le management. Hein. Le premier acteur de la formation, c'est le collaborateur. Alors chez nous, c'est le qui a beurre. Et le management a un rôle à jouer. Ils n'en ont pas toujours conscience. C'est là la difficulté, mais vraiment comment on fait pour vraiment donner les moyens aussi au management de jouer pleinement leur rôle dans l'accompagnement et dans le développement des compétences. On a eu aussi en fait une vraie volonté de travailler cette anticipation et cet accompagnement et harmoniser dans une dimension internationale puisqu'on est présent à l'international avec en fait des configurations de pays qui sont complètement différents et on a vraiment ce besoin finalement d'harmoniser nos compétences métiers dans le monde du retail parce que le retail bouge. Donc comme le retail bouge, il y a ce besoin vraiment de travailler et d'avoir une approche compétence mais une approche agile de la compétence. Ensuite, on a vraiment voulu offrir une expérience individualisée. Quand on parle d'individualiser, on va le voir après dans la solution qu'on a retenue, c'est vraiment effectivement répondre au profil de l'apprenant qui se connecte et finalement suggérer des contenus qui lui ressemblent. Donc, et par population cible. Un enjeu aussi majeur, c'est chez nous, chez Kiabi, on n'a pas de formateur attaché à l'organisme de formation. Il y a une team learning de 15 personnes présents en France et à l'international. Et ensuite, nos formateurs internes, c'est des experts métiers. Donc, c'est des experts métiers, c'est notre apprenant, notre communauté apprenante. Donc, vraiment, cette envie de créer une adhésion communautaire sur la marque, sur les valeurs et sur notre capacité, du coup, à accompagner le développement des compétences. D'ailleurs, on parle chez nous, comme de nos formateurs, comme des happy développeurs de talent. Eh bien, voilà. Moi, je trouve que c'est parfaitement clair ce que tu viens de dire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un cap formation chez Kiabi, une véritable vision, des enjeux, des problématiques qui sont élevés, comme on peut le voir. Et bien entendu, là, je vais laisser la parole à Elodie maintenant sur son expérience plus générale de l'intervention de Moss Mind On Site dans le domaine du retail. Est-ce que tu te reconnais, Elodie, dans des enjeux qui ont été brossés tout de suite par Fatima? Oui, il y a des points communs. Le côté digital learning, ce qu'on peut voir à un niveau plus large retail, c'est finalement une réponse qui va être au rythme de plusieurs choses. Il y a le côté turnover, il y a le côté onboarding des nouveaux arrivants qui ont besoin d'être formés. Il y a aussi des gens qui vont venir, il y a la saisonnalité, donc il y a des moments où on va embarquer plus de personnes. Il y a les nouvelles collections aussi, notamment dans la mode. Donc, besoin de former, je dirais, souvent, rapidement et avoir une réponse qui est vraiment agile. Ensuite, on est sur le temps que les gens passent à se former, ils ne le passent pas à travailler. Donc, besoin là-dessus d'optimiser le temps
d'immobilisation dans les postes. La réponse e-learning, on le sait, hein, on passe moins de temps en e-learning qu'en présentiel parce qu'il y a toutes les apartés, toutes les petites choses autour. Donc finalement, c'est focaliser, aller plus vite là-dessus. Et puis, bien entendu, si on veut aller dans le digital, on a la question de rendre accessible cette formation. Ça demande une certaine organisation, ça demande aussi un équipement particulier. Donc, est-ce qu'on a un poste commun qui est plutôt ordinateur? Est-ce qu'on a des tablettes? Est-ce qu'on va sur des smartphones? Enfin, toutes ces questions-là qui sont nécessaires et qui demandent quand même une grosse préparation. Et puis après, si je veux élargir au niveau du retail, à d'autres spécificités qu'on peut voir. On a des clients avec des boutiques multimarques, notamment dans le secteur du luxe, le secteur horloger, et eux, ils ont besoin de se démarquer parce que dans ces boutiques multimarques sont proposées d'autres marques qui vont être très concurrentes, donc qui a besoin d'être créatif, je dirais, de générer un attachement à la marque. Et puis, on se pose des questions aussi concernant l'équipement. Est-ce que je vais mettre une formation qui va être un joli portail responsive qui va s'adapter à toutes les devices? Est-ce que je donne accès via une app? Comment sont déjà équipés les gens? Souvent, ce qu'on avait vu, c'est que chaque horloger donnait une tablette. Alors, ils se retrouvaient dans les magasins équipés, suréquipés, on va dire. Et puis finalement, quand on me demande que préconisez-vous, moi je dis offrez les deux possibilités et puis vous voyez, les gens ils se débrouillent après localement. Et puis il y a la question aussi des franchises et c'est là-dessus où quand on a des franchisés, dans le package, on leur offre aussi de la formation et puis Kiabi est dans ce cas-là, donc je ne vais pas aller plus loin sur la description des franchises. Ce qu'on peut retenir de ce que vous venez de dire toutes les deux pour l'instant, je pense, c'est que le monde du retail est un secteur d'activité bien particulier, qu'on soit dans le luxe, dans l'habillement, etc. Et le fait de former des conseillères de mode ou des vendeurs dans des magasins répond à des enjeux et des problématiques de formation spécifiques au retail. Donc, je pense que pour toute entreprise qui a un réseau de distribution, il s'agit de poser effectivement sur le papier toutes ces contraintes, ces enjeux, ces problématiques et ensuite de rentrer dans les spécificités de la marque parce que les marques ne communiquent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes valeurs. Tu le disais, Élodie, il s'agit de former, par exemple, les conseillères au moment où une nouvelle collection est lancée dans l'année. Alors, combien y a-t-il de collections par an? Enfin, bref, il y a toute une série de problématiques qui peuvent être spécifiques, mais qui se situent quand même dans un cadre général qui est celui du retail. Alors, je voudrais maintenant qu'on réserve un petit moment aux enjeux de la crise chez Kiabi. Donc, la crise, même pas peur. Bon, effectivement, on ne va pas faire un dessin ici. Tout le monde vit cela depuis maintenant près d'un an. Au passage, d'ailleurs, il y a dans ce que vous voyez à l'écran, quelque chose d'intéressant. La crise, même pas peur, d'autant moins qu'on s'appelle Kiabi et qu'on fait de la mode à petit prix. Et au fond, la mode à petit prix, c'est quand même la mode qui est bien adaptée partant de crise. Hein. Donc, je le signale au passage, il n'est pas interdit que je fasse un petit peu de pub pour Kiabi. La crise sanitaire et ses solutions. Alors là, on va peut-être laisser la parole à Victoire, qui doit ruée d'impatience parce qu'elle a plein de choses à dire. Alors, justement, cette crise sanitaire a débouché sur quelle solution de formation chez Kiabi? En quelques mots, Victoire? Alors du coup, lors du premier confinement, forcément, comme toutes les entreprises, on a été un peu bousculés, un peu pris au dépourvu, je dirais. Mais la réaction chez Kiabi, ça a été d'être particulièrement agile et réactif. Et on a tout d'abord utilisé les outils qui étaient à notre disposition. Donc, on est équipé avec les outils Microsoft chez Kiabi. Donc, on a décidé d'utiliser SharePoint, qu'on avait déjà commencé à exploiter un petit peu, pour mettre à disposition une offre de formation. Et en 15 jours,
on avait une offre de formation d'un peu plus d'une centaine de contenus mis à disposition de nos collaborateurs. Cette offre, elle était particulièrement axée sur le bien-être des collaborateurs. On a notamment mis un accent assez fort sur les coachings qui étaient réalisés en interne ou en externe, et on a du coup utilisé Teams pour faire ces coachings-là. Et en parallèle, tout ce qu'on a créé en fait comme offre de formation sur SharePoint nous a permis d'avoir une bonne base de travail pour lancer le projet avec Moss dès le mois d'avril en fait finalement, je crois. Ce que je retiens, c'est que la plupart des entreprises disposent d'outils qui peuvent être mobilisés dans le cadre de la formation en temps de crise, même si elles n'ont pas toujours bien repéré ces outils. J'ai retenu que SharePoint s'est transformé en plateforme de formation, même si évidemment on a beaucoup à dire sur la capacité de SharePoint à supporter une politique de formation ambitieuse et de qualité très très longtemps, mais là la crise a pu s'appuyer là-dessus, si je puis dire. Et même chose avec les classes virtuelles Teams. Alors là, au passage, d'ailleurs, on a vu Teams se muer véritablement en plateforme de classe virtuelle à travers les mois, puisqu'entre le Teams du mois de mars ou avril 2020 et ce que Teams est aujourd'hui, surtout si on ajoute la nouvelle offre Microsoft Viva Learning qui vient d'apparaître, on s'aperçoit qu'il y a une véritable volonté effectivement de Microsoft de servir notamment les classes virtuelles. Donc ça, il faut le dire, mais pour autant, évidemment, on ne va pas s'arrêter là parce qu'il y avait quand même un projet LMS derrière, et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, les entreprises continuent d'avoir grand besoin de cette colonne vertébrale de leur système de formation. Et là-dessus, j'aimerais qu'on s'arrête un instant justement sur le projet LMS. Alors, il se trouve que juste avant la crise, eh bien, il a été lancé un projet LMS. Il y a même une signature qui était en cours entre Kiabi et Moss. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout à coup, Fatima, par exemple, tu as été bombardé de messages de la direction financière disant on gèle tout parce qu'on ne sait pas quel est l'avenir à court terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça intéresse tout le monde, je pense. Alors oui, d'autant plus que nous, on avait un double projet. On aime la complexité chez Kiabi, un projet de TMS et un projet LMS. Donc effectivement, la crise, on était à la veille de signature de contrat début mars. Donc on devait signer début mars ces deux contrats. Et forcément, la crise arrive. Donc forcément, la première décision était on gèle tout. Première position de la direction, il faut revoir effectivement les budgets consacrés à ces différents projets. Je me souviens de ma direction qui me dit finalement le choix c'est peut-être le TMS, puisque finalement le TMS c'est quand même ce qui permet d'administrer la formation d'un point de vue fiscal, réglementaire, administratif. Donc voilà, donc il fallait faire le choix entre le TMS, le LMS et revoir l'ensemble des projets. Donc mes convictions fortes, du coup non, on va pas renoncer au projet du LMS, d'autant plus que le besoin il était prégnant et il se confirmait de plus en plus avec la crise. Donc là la solution était de repenser, du coup de reposer, de remettre à plat la stratégie, notre cadre, notre projet, donc le périmètre du projet, la manière de l'organiser. Et très naturellement, j'ai repris contact forcément avec nos partenaires, dont Elodie, donc puisqu'aujourd'hui on se parle du projet LMS. Donc on s'est appelé et j'ai posé les contraintes de Kiabi en expliquant de manière très simple du coup la situation économique, la situation de crise. On était confronté quand même à ce moment-là à une fermeture de 100% de nos magasins. Donc plus de 500 magasins fermés dans le monde. Donc forcément, une prudence dans les investissements. Et j'ai eu la chance du coup d'avoir Elodie effectivement qui était à l'écoute du coup de nos contraintes pour pouvoir repenser le projet. Donc on l'a repensé dans son périmètre, on l'a repensé dans sa stratégie. Et on s'est dit, le digital learning et la formation à distance, comment effectivement on va pouvoir profiter de ce projet
pour aussi repenser la stratégie à la fois learning et la stratégie du coup learning à distance par rapport au présentiel. Donc ça amène en fait, la contrainte amène des opportunités et on l'a vraiment vécu comme ça, à se dire quelle opportunité, face à quelle opportunité quelle opportunité on va saisir dans cette démarche-là. Et là, l'opportunité était de dire repensons le projet dans sa globalité, reposons les choses et échangeons de manière intelligente, de manière agile avec nos partenaires. Donc, on était sur un projet avec un pilotage. Le projet, quand on avait initié le projet, on était sur la France et l'Espagne, donc 2 pays sur lesquels, effectivement, on avait décidé de lancer un pays qui était mature, un petit pays, et du coup, de voir effectivement comment on va mener ce projet. Donc, finalement, une gouvernance aussi internationale à repenser. Ensuite, l'idée était de se dire l'accélération à la crise, elle concerne l'international. Donc finalement, ce périmètre qui avait du sens avant crise n'avait plus de sens pendant la crise. Donc comment on pouvait du coup redéfinir ce cadre-là et embarquer tous les pays. Alors quand je dis embarquer tous les pays, on parle d'un pays comme la France où il y a 365 magasins et on parle d'un pays comme le Portugal où on a 6 magasins. Donc forcément, on a en fait des différences, des attentes qui sont différentes et une stratégie formation, en tout cas une mobilisation formation qui est différente. La volonté aussi était de dire on ne fait pas le choix d'un outil par rapport à l'autre. Effectivement, la notion de TMS est importante aussi et on en a besoin. Donc finalement, cette logique-là aussi a été repensée et notre volonté était de dire contrairement à ce qu'on fait habituellement dans le marché, c'est-à-dire le TMS est maître par rapport au LMS, notre volonté était de dire non parce que c'est pas ce qu'on veut. Ça ne correspond pas à ce qu'on veut, effectivement, finalement, c'est avoir cette agilité du LMS et le LMS est la clé d'entrée. L'expérience utilisateur est beaucoup plus fluide, beaucoup plus ergonomique et nous correspond plus avec une clé d'entrée LMS pour aller vers des fonctionnalités TMS. Donc voilà, donc une reconfiguration, je dirais, complète du projet, à la fois en termes de déploiement du projet, en termes de philosophie et en termes de repenser effectivement le learning dans sa globalité. Et ça amène en fait une exigence plus forte sur le présentiel, parce qu'on se rend compte que finalement, quand on fait ce choix-là d'avoir une stratégie learning et une stratégie de formation à distance, quelle est la plus-value du coup, ou en tout cas, qu'est-ce qui va nécessiter d'avoir des regroupements physiques entre nos différents apprenants? Et comment finalement, ça va nous obliger à cranter en termes d'efficacité, de professionnalisme sur le présentiel. Donc une logique finalement de reprendre nos contenus qui étaient principalement du coup présentiels, puisque chez Kiabi, on disposait d'une plateforme digitale depuis très longtemps, donc une dizaine d'années, qui était Idoceo, qui était plutôt une plateforme vieillissante et on avait très peu de modules. On avait à peu près une trentaine de modules e-learning, donc voilà, donc pas vraiment de stratégie e-learning, une plateforme qui était plus du tout adaptée et un besoin de redonner un nouveau souffle du coup à cette pédagogie-là. Donc finalement, une mobilisation aussi de l'équipe, parce que je pense que sans l'équipe, ça n'aurait pas fonctionné. On a la chance aussi d'avoir pu mobiliser l'ensemble des interlocuteurs learning dans une dimension internationale pour que chacun puisse contribuer du coup à ce projet. Eh bien, c'est très intéressant tout ça, parce que moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un périmètre géographique réduit au démarrage du projet et la crise transforme le projet réduit au plan géographique en un projet international. Donc d'emblée, je pense que Moss a dû être au moins heureux du nombre de licences qui étaient concernées du coup, puisqu'on touchait plus seulement les effectifs de la France et de l'Espagne, mais les effectifs internationaux. Ça, voilà, un bon côté des choses. Un autre côté, évidemment, c'est on réduit le périmètre fonctionnel, puisque on privilégie le distanciel, et c'est normal, le cours en salle était quasiment interdit pendant une période, et donc tout ça aboutit finalement, alors là, à contrario, ça ne fait pas vraiment les affaires d'Élodie, mais c'est pas grave, elle s'est un peu rattrapée sur les licences,
Je signale qu'il faut une sacrée souplesse et du client et du fournisseur pour réajuster la stratégie comme ça très rapidement. Et de toute façon, ça aboutit, j'imagine, on aura l'occasion d'en reparler, à une accélération, on le voit bien, du digital learning. Ça, c'est très intéressant. Donc, toutes les entreprises qu'on a consultées nous disent qu'en 6 mois, elles ont fait un travail qui aurait pu prendre des années auparavant. Il y a eu un travail de maturation aussi des apprenants. Et je retiens aussi, Fatima, c'est intéressant que du coup, rétroactivement, ça fait réfléchir ça rétroagit sur le présentiel, c'est-à-dire que ça permet d'isoler en quoi le présentiel est absolument indispensable dans les dispositifs de formation, en lui rendant toute la valeur qu'il a. Donc, la crise, quelque part, a vraiment aidé à clarifier la stratégie et à avoir un véritable esprit cap stratégique de la formation. Je profite, j'ai demandé l'autorisation à Fatima avant de commencer, je profite pour saluer Olivier Nourri, qui est maintenant chez Honnay. Bonjour Olivier. Un brillant responsable formation et du digital learning et qui a quitté Kiabi au printemps dernier, mais qui est là, qui a contribué, je dirais, à la réussite, ne serait-ce qu'à travers la codécision du choix de Moss My Onsite. Donc, bonjour à toi, Olivier, et je pense que Fatima et Victoire se joignent à moi pour te souhaiter ce bonjour et bienvenue parmi nous. Une question qui est posée par Nadia Victoire sur SharePoint. Nadia demande quelles sont les ressources qui ont été disposées, diffusées via SharePoint. Alors, sur SharePoint, on a pu diffuser de la vidéo, des fiches. Bien sûr, on n'a pas la possibilité de faire supporter par SharePoint tout ce qui est module SCORM, etc. Donc, on est vraiment sur de la ressource qui est autonome et avec très peu d'interactivité, mais qui correspondait à ce qu'on était capable de mettre à disposition à ce moment-là. Merci. Pour compléter par rapport à ce que vient d'évoquer effectivement Victoire, on a eu aussi la possibilité de mettre des modules RISE, donc des modules e-learning, mais sans tracking en fait. Sans tracking, oui. D'accord. Mais je dirais que pendant cette période de crise, ce qui était important, c'était pas tant le tracking, c'était comment on maintient le lien du coup avec nos clients pendant cette crise. On a vu l'impact de la crise vue par Kiabi. Maintenant, j'aimerais laisser la parole à Elodie sur cet impact vu par Moss My Onsite et notamment le programme Covivre, dont je trouve le nom particulièrement bien choisi. Je te laisse la parole là-dessus, Elodie. Oui, parce que pour nous, c'était un désastre ce qui se passait aussi, hein, même si on est dans le monde du digital learning, on se dit ouais, ça va être super, tout va pousser vers le digital, mais en attendant, nos clients existants avaient des budgets gelés, réduits, etc. Il fallait réagir, il fallait soutenir mutuellement pendant cette période-là. C'est pour ça quand tu disais tout à l'heure, Michela, tu t'es réjoui, les licences sont toutes passées sur l'année 2020. Eh bien non, c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'a vécu et qu'on a voulu le faire vivre à nos clients. On n'a pas voulu profiter justement de l'occasion et faire du malheur des autres un bonheur pour nous. On a été plutôt solidaires dans cette crise. Et donc, justement, l'offre Moscovivre, elle a plutôt été là pour offrir des licences. On a élargi aussi à nos clients existants la possibilité de former des populations qu'ils n'avaient pas encore. Comme des clients ou autres. On a voulu aussi les aider à démarrer très vite. Donc, on a mis en place un portail facilement adaptable. Donc, on a mis un portail qui s'appelle Covivre, avec aussi des contenus pour aider les gens à digitaliser la formation. On a eu des partenaires qui ont joué le jeu, qui ont amené justement leur expertise, ont produit des ressources, etc. Mon équipe qui a fait aussi un gros travail pendant cette période-là, pour que justement on puisse aller vite, parce que c'était ce qu'on voulait faire avec Kiabi, c'était aller vite. Donc on a dit, ben voilà, on va démarrer
le projet avec une interface. On avait choisi celle du POC. Quand on a fait la soutenance, on avait démontré quelque chose, mais on a fait quelque chose d'assez, je dirais, standard. On a tiré un peu large, on va dire, pour que ça plaise à l'ensemble des personnes qui étaient là. Et puis, on avait certes perçu la culture de Kiabi, mais pas autant que quand on rentre dans le projet, bien sûr. Donc, on va voir après aussi les incidences sur le portail. Donc, on a voulu aller vite. Et puis, dans ce contexte-là, il y avait aussi la partie internationale qu'il fallait servir rapidement. Donc, on parle de TMS Slide. J'aime pas trop ce terme, en fait, parce qu'on se dit, c'est quoi le T-Talent Training, etc. Simplement qu'on gère du blended dans un LMS. On est à l'heure du digital, effectivement. Et puis, il y a certaines choses qui ont besoin d'être gérées, comme la validation, par exemple, de l'enregistrement à une formation par le manager. Donc, le process à travers un TMS riche comme Foderis qui va être capable de faire plusieurs niveaux. MOS, nous, on a un système de validation, acceptation des formations, validation par le manager ou un administrateur à un seul niveau. Et ça, c'était le bienvenu pour l'international et ça suffisait. Il n'y a pas forcément les mêmes exigences d'un pays à l'autre, valider des présences pour les formations synchrones, etc. Voilà, enfin, il y a quelques fonctionnalités qui ont pris tout leur sens rapidement là pour l'international. Donc voilà un peu comment on a démarré, puis on a mis la fusée qui symbolise le démarrage du projet. On a mis le feu, on est parti. Donc, il y a eu effectivement un délai qui a été beaucoup plus court que ce qu'on a fait. Justement, Fatima, là-dessus, on avait envisagé un projet assez long. Et au final, je te laisse la main. Oui, alors justement, Fatima, au final, le planning, quel a été l'impact de la crise sur le planning? Une signature du projet, du contrat au mois de juin et un lancement du coup de la plateforme pour la France, parce que la France a commencé plus tôt que les autres pays, sur le mois de novembre. Donc effectivement, si on regarde sur quand même peu de mois avec l'été entre deux, donc une vraie accélération effectivement du projet. Et puis on a démarré le projet avant d'avoir fini de signer aussi. C'est vrai, parce qu'on a démarré le projet. Je retiens de l'intervention des propos d'Élodie une chose tout de même, c'est que on a simplifié précédemment en disant on a abandonné le périmètre TMS pour se concentrer uniquement sur le LMS à l'international. Mais il y a à l'intérieur de la solution MOS Find On Site ce que Élodie a justement qualifié de TMS Lite. Alors, c'est très loin d'avoir la profondeur d'un outil comme Foderis, que tu as aussi cité, puisque c'est le partenaire de MOS chez Kiabi. Alors, Foderis pour la partie TMS, voilà, quoi, puissant TMS, je dirais. Mais en fait, à l'international, on n'avait pas besoin de ça, parce qu'il est vrai que le TMS est beaucoup requis sur le marché français, compte tenu d'une législation spécifique, notamment d'une organisation spécifique de la formation. Donc, en fait, le TMS a existé, même s'il était très light, et ça, c'était tout de même une sécurité. Je voudrais qu'on aille maintenant effectivement sur les impacts sur le projet. On a commencé à en parler. On a vu que les priorités de l'académie ont été revues, notamment dans le périmètre et l'internationalisation. Et je voudrais qu'on entre plus précisément maintenant sur le commentaire de ces bulles. Adaptation de l'offre, design du portail, projet 100% distance, capitalisation à FEST et gouvernance locale. Eh bien, tout ça semble un peu compliqué, mais ce n'est pas le cas. On va pouvoir élucider ça très rapidement. Fatima, je te laisse la parole là-dessus. Donc l'adaptation de l'offre. Donc effectivement, on l'a dit, on embarque on embarque effectivement tous les pays. On a les slides, si jamais, Michel, juste qui illustrent pour essayer de dégrossir un peu le sujet. Non, mais
Donc l'adaptation de l'offre, en fait, du coup, effectivement, comment on fait pour adapter l'offre? Donc vraiment allier effectivement cette notion de bien-être et de performance, mais surtout en fait de prendre du temps pour harmoniser effectivement dans une dimension internationale tous nos parcours de formation. Donc finalement, cette mise à disposition de ressources, de thématiques, comment on fait pour les repenser, pour avoir des socles du coup internationaux qui puissent servir du coup de manière plus globale et d'avoir cette harmonisation de contenu. L'idée aussi, c'est comment on fait pour choisir des contenus pertinents selon nos enjeux et nos problématiques du moment, et comment on s'assure du coup de vraiment garder cette logique d'entreprise libérée, mais surtout de capacité effectivement à partir du keyabber, du collaborateur, pour vraiment effectivement donner toute la puissance aux collaborateurs dans ses choix de formation. Donc il y a vraiment cette volonté d'adaptation de l'offre. On a été aidé aussi du coup par l'équipe projet de Moss, Estelle qui nous a beaucoup accompagné là-dessus pour avec la méthodologie, avec des outils, comment on fait pour aller vite dans cette structuration-là. Si je reprends un peu l'historique de Kiabi, on est à l'international depuis plusieurs années, mais une difficulté quand même du coup de répondre aux enjeux globaux, aux enjeux locaux. Alors que la volonté, bien évidemment qu'il y a cette harmonisation-là, même si on a la possibilité d'harmoniser, il faut garder finalement aussi la particularité du local et bien dresser aussi les enjeux locaux. Ce que je retiens, je reviens sur l'expression que tu as utilisée tout à l'heure, c'est la symétrie des attentions. Et je pense qu'il est très intéressant de noter qu'il n'y a pas de clients heureux qui soient servis par des fournisseurs, des employés malheureux. Donc on sait très bien qu'il y a tout un mouvement de l'entreprise issu notamment du monde anglo-saxon, employee first, c'est-à-dire ce que tu appelles des keyabers heureux, des happy keyabers, si j'ai bien compris. Voilà, donc l'employé qui habille est heureux, et donc c'est peut-être pas suffisant, mais enfin en tous les cas c'est une condition nécessaire pour que le client soit heureux. Et donc je pense qu'il n'y a évidemment aucune contradiction, au contraire il y a une complémentarité totale du bien-être et de la performance. C'est ce bien-être qui assure un niveau de performance, ça suffit pas encore une fois, mais c'est absolument essentiel, un niveau de performance du collaborateur. Et je crois que la Covid-19 a vraiment témoigné de ça, c'est-à-dire que les entreprises, il y a un mouvement énorme de l'entreprise sur la question où en est le bien-être de mes collaborateurs, parce que la distanciation sociale, effectivement, ne permet pas de voir ça d'aussi près, parce qu'on sait qu'il y a une souffrance réelle au télétravail pour des tas de raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant. Et je pense qu'on a vu monter en puissance cette thématique du bien-être dans le domaine de la formation. Et je pense qu'elle est destinée à rester pour plusieurs raisons. D'abord parce que une partie du télétravail va rester, même si ça va se réduire post-crise. Bon, c'est très clair que là aussi, les choses ont changé. Et puis, parce que, voilà, je pense que ça rentre dans le contrat de travail, le contrat entre l'employé et l'employeur aujourd'hui, que la préoccupation que l'employeur va avoir du bien-être des collaborateurs. Donc, je trouve très intéressant, là aussi, l'influence que la Covid a pu avoir. On avait un thème précédemment, adaptation de l'offre, on vient de le voir. On va peut-être parler maintenant du design du portail. Donc, là-dessus, peut-être Élodie, tu pourrais prendre la parole parce que le design du portail, c'est quand même ton affaire et je dirais même ta passion, si on peut dire. Tout à fait. Et puis on va commencer avec le côté faire et défaire. Je mentionnais tout à l'heure qu'on s'était dit allez, on va aller vite. On va partir du portail. On avait dans le POC pour la soutenance prévu de look and feel avec des fonctionnalités un peu différentes. On s'est dit ben voilà, on va partir là-dessus pour aller vite déployer. On en avait choisi un et puis au final, quand on avançait dans le projet avec Kiabi, il y avait la nécessité d'adapter plus le design à la philosophie et puis à la culture de Kiabi.
Donc c'était important de revoir ça. Donc on a changé le look, les fonctionnalités, les services, enfin tout a été revu. Et ça, évidemment, très vite, hein, parce qu'il fallait pousser derrière. Victoire, elle a bien fait ce qu'il fallait de son côté. L'équipe MOS était au taquet. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y avait personne au chômage du côté des équipes formation, ni chez vous, ni chez nous. Ça, c'était clair. Donc voilà, on a bien bossé sur le portail pour l'adapter. Et puis, il y avait cette notion aussi de parcours métier. Donc, nous, on s'était dit au départ, voilà, les parcours métiers, c'est l'entrée quasiment obligatoire, mais du côté de Kiabi, c'était une volonté de ne pas forcer via les parcours métiers, de proposer. Et puis, il y a aussi, les Kiabeurs sont des gens assez jeunes, tendances, sont dans la mode, etc. Donc, c'était important de se rapprocher de leurs habitudes dans le privé, c'est-à-dire une consommation à la Netflix, pour leur donner un portail qui leur permette de retrouver des gestes comme ça et en même temps des sensations de bien-être à travers le portail, de se dire je rentre dedans, je vais trouver des choses sympas que je vais pouvoir lancer, etc. Et puis, il y a une richesse aussi des contenus, on en parlera tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait une question, je guigne un peu. Victoire, elle y répondra dans la partie portail, si c'était internalisé ou externalisé, mais ce qui était important, c'était que dans ce portail, il y avait aussi une richesse au niveau des contenus. Donc, pour soutenir ça, c'est le moteur de recherche à facettes, donc des facettes qui sont personnalisées en fonction du catalogue, justement, de Kiabi, de ce qu'on a en termes de modalités de formation, en durée. Enfin, voilà, on peut adapter tout ça. Et c'était vraiment l'idée de se rapprocher des usages des apprenants hors du contexte professionnel et puis voilà, d'adapter à ces nouveaux besoins. Voilà pour le portail. Alors, on a vu 5 impacts tout à l'heure sur le projet. L'adaptation de l'offre, Fatima nous a expliqué de quoi il était question. On vient de voir le design du portail. Là, on reste dans des aspects un petit peu techniques, je dirais, mais on a aussi parlé d'un troisième impact au niveau de la gouvernance et notamment de ce qu'on va appeler la gouvernance global, c'est-à-dire à la fois global, un projet global, mais aussi un projet qui doit prendre en compte les spécificités locales. Alors, Fatima, quel choix est-ce que vous avez fait justement en matière de gouvernance à la suite de cette crise? Le choix, en fait, était d'avoir une gouvernance. Du coup, on a gardé cette logique de global et de local. Une gouvernance globale, parce qu'on voulait effectivement avoir une harmonisation de la plateforme. Donc, qu'on soit Kiaber au Portugal ou en Espagne ou en France, retrouver le même portail, donc les mêmes clés d'entrée, la même structure, le même portail, mais donner aussi la main, en fait, au pays, du coup, de pouvoir aussi alimenter le portail et de gérer, en fait, ce portail-là de manière locale pour pouvoir le nourrir avec toutes les spécificités. Donc finalement, on a défini qu'est-ce qui devait vraiment rester global. Donc on a redéfini le rôle et les responsabilités de chacun avec une gouvernance sur certains points techniques et sur la structuration du projet dans sa globalité, où effectivement là, ça restait on était dans une gouvernance globale et du coup la possibilité en local, selon la maturité du pays, selon les ressources aussi qu'il était prêt à mettre, les ressources mobilisées sur ce projet, du coup leur donner aussi la main pour qu'ils puissent être autonomes dans la gestion de ce portail. Donc voilà, donc encore une fois, on a fait preuve d'agilité avec à la fois des choses, des pays qui sont en gouvernance globale, comme le Portugal par exemple, je ne peux pas le citer, parce que très peu de magasins, très peu de ressources dédiées à la formation, et un pays comme l'Espagne, où là, ils sont autonomes, du coup, dans l'administration de leur plateforme. Mais la logique était toujours de se dire, on capitalise et on met à disposition, on capitalise sur tout ce qui se fait de bien partout. Donc l'objectif, c'est comment on fait pour mutualiser, capitaliser et garder cette géométrie variable de global et local. Ce qui suppose une collaboration étroite, évidemment, entre la direction formation du siège et les directions de formation ou les correspondants formation locaux. Et qui dit collaboration, dit des instances, dit des réunions, dit des comptes rendus de réunions, dit des plans d'action, des répartitions de tâches, etc.
Et donc là, il y a un véritable management qui est intéressant. Et donc, je voudrais aussi laisser la parole, évidemment, là-dessus à Élodie, parce que un autre impact de la crise, c'est que Élodie, toi qui adores aller chez les clients, en particulier, j'imagine, dans le nord de la France, tout à coup, tu étais privé d'avions, de possibilités de réunions, etc. Donc, j'ai l'impression que ça a été assez rock'n'roll, hein, et tu parles d'un projet 100% à distance. Alors, qu'en est-il? Effectivement, on a eu la chance avec le Customer Success Manager de pouvoir aller à Lille pour la soutenance, de pouvoir bien manger, rencontrer toute l'équipe. C'était vraiment chaleureux, sympathique. Et puis, voilà, ensuite, toute l'équipe projet a dû mener, elle, complètement à distance. Donc, on était, je dirais, nous, on a une habitude au niveau des outils Teams, parce que même si on a une petite équipe, Moss, on aime bien travailler à distance et j'avais forcé tout le monde à faire du télétravail au moins un jour par semaine. Il y en a qui bossent depuis la France, qui sont à 100% quasiment à distance. Donc, on avait déjà mené ça. Donc, c'était assez simple, on va dire, pour nous, mais ça nous a quand même privé de moments sympathiques comme quand on fait le kick-off meeting. Voilà, il y a ces moments chaleureux. Donc là, c'était fini, c'était mort. Puis, on a vu les joies des conf calls. Tout à l'heure, je l'ai vécu un peu. Tout d'un coup, j'ai plus d'Internet. Mon son n'était plus là. C'était juste avant ma slide. Voilà, on était là dans les réunions à se dire, bon, est-ce qu'on laisse les webcams, les bandes passantes? C'était horrible, hein, à un moment donné, au début du confinement, parce que tout le monde tirait sur les bandes passantes, c'était cata. Donc, on était là, bon, allez, on arrête les caméras pour redonner de la bande. Donc, on s'écoutait, on se voyait plus, on remettait les caméras. Donc, c'est ça qui était aussi intéressant. Et puis, on se disait, pendant cette période, il y en a qui disaient, ah, pendant le confinement, on était tranquille, c'était plus facile. Ben non, pour nous, les équipes chez Kiabi, chez Moss, c'était pas plus tranquille. On était vraiment au taquet. On a bossé beaucoup pour que ce projet il se mette en place rapidement. Et puis, comme on utilisait déjà Teams chez Kiabi et puis chez Moss, on a tout naturellement utilisé Teams comme outil collaboratif pour notre projet. Comme ça, on a tout, on a nos réunions, on enregistrait les formations sur Teams, on a fait toutes les notes, les discussions, on a évité les emails dans tous les sens. Donc finalement, on a bien réussi à le gérer grâce aussi aux outils qu'on avait déjà l'habitude d'utiliser dans nos deux sociétés. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, je vais rajouter un truc drôle, c'est que autant là, on a mené le projet de A à Z en ligne, mais maintenant, on a des clients qu'on n'a jamais rencontrés. C'est ça qui est drôle. Des gens qu'on n'a jamais, enfin, on les a vus, mais on ne les a jamais rencontrés physiquement. Donc voilà, c'est encore plus loin maintenant, je dirais. Moi, je pense qu'une fois que la crise sera terminée, c'était évident que tu allais faire un tour dans le nord de la France, rencontrer Fatima, Victoire et les équipes formation. Donc autour d'une bonne table, certainement, parce que voilà, on est censé démarrer le projet, le clôturer festivement, donc on va essayer. Hein. Fatima, un autre aspect, c'est le cinquième impact que tu as voulu, avec Élodie, mettre en avant sur de la crise sur la stratégie de formation, c'est la capitalisation à FEST. Et tu as donné un exemple que j'ai trouvé tout à fait intéressant avec le Click and Drive. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc la FEST, donc la formation en situation de travail, hein, donc cette nouvelle pédagogie. Déjà peut-être juste le Kiabi, en fait, la stratégie de Kiabi sur la partie formation repose sur un modèle d'apprentissage en 70-20-10. Alors je ne sais pas si ce modèle parle à tous ou pas, mais l'objectif est bien d'apprendre par l'expérimentation, par l'apprentissage par les pairs, par les échanges et la formation. Et la puissance de ce modèle, c'est la combinaison finalement de ces différentes pédagogies. Donc effectivement, on s'inscrit dans ce modèle d'organisation apprenante. La crise arrive, forcément, tous les contenus de formation ne sont pas prêts pour répondre à tous les besoins ou tous les nouveaux services qui peuvent apparaître. Un service qui a fait son apparition pendant la crise chez Kiabi, le Click and Drive. Donc le Click and Drive arrive, donc il faut déployer très vite ce service. Forcément, on n'était pas prêt.
Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait travailler du coup un peu à l'envers. Donc, il y a un groupe projet qui a modélisé, qui a testé, avec qui on a coécrit du coup des contenus. Et finalement, ce projet-là, en fait, on est venu le modéliser dans la plateforme, du coup, en parcours blend learning et capitaliser sur finalement une émergence de besoins qui apparaît du terrain, une structuration pédagogique qui se fait par les équipes, par nos key-abeurs en magasin directement. Et finalement, on récupère ces contenus-là, on les modélise et on les inscrit dans la plateforme sous forme de parcours blend learning, et avec à la fois en fait un apport théorique, de la mise en pratique et un temps réflexif du coup sur les différents apprentissages, avec des débriefs du coup du management qu'on arrive à embarquer au travers de ce parcours blend learning. Donc effectivement, la FEST, ça a été vraiment une logique très vite de se dire, la FEST, c'est quelque chose qu'on doit réussir à faire vivre chez nous, mais comment on le structure? Parce que le LMS permet non pas de structurer l'expérimentation, mais de structurer les moments, les temps réflexifs et les enseignements du coup et les débriefs suite à l'expérimentation, pour pouvoir mieux capitaliser sur les enseignements et pouvoir s'évaluer, s'auto-évaluer et évaluer finalement toute la partie acquisition. Alors là, il y a quelque chose évidemment d'intéressant, de passionnant, qui, comment dire, pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais je propose à l'audience qui aura des questions sur la mise en pratique de la FEST chez Kiabi sous contexte de crise sanitaire, de s'adresser à Fatima, parce que c'est tout à fait intéressant. Bon, on vous a mis, j'espère, l'eau à la bouche depuis tout à l'heure avec tout ce qu'on a pu dire sur la crise, son impact sur le portail, sur cette académie, Académie by Kiabi. Et maintenant, il est temps quand même de laisser la parole à Victoire, qui elle, a payé beaucoup de sa personne pour que cette académie voit le jour. Et donc, Victoire, je te propose de commenter quelques-unes des copies d'écran que tu as faites sur l'académie. Et on va donc commencer, non pas par s'introduire là en renseignant son login, mais directement aller sur la home page de l'académie pour voir à quoi elle ressemble. Je te laisse commenter. Merci. Alors voilà, donc on arrive ici sur la page d'accueil tout simplement de notre plateforme qu'on a appelée Academy by Kiabi. Sur cette plateforme, on va retrouver des éléments que j'appellerais un peu classiques d'autres plateformes web. On va avoir un accès au profil où on a certaines fonctionnalités. On va aussi avoir accès à un calendrier. On va pouvoir avoir une rubrique où on a renseigné des formations en favoris. Enfin voilà, donc c'est quelque chose d'assez classique. Ensuite, on va avoir un encart dédié à la communication. Ça permet au learning de prendre la parole dans des temps forts de l'entreprise où le learning a sa carte à jouer finalement. Donc ça peut être sur des temps d'entretien annuel où on va pusher certaines ressources liées au feedback par exemple ou à comment faire en sorte qu'un entretien se déroule en bonne et due forme. Voilà, donc cet encart communication il est très important et il nous permet d'avoir de créer de la nouveauté en fait régulièrement sur la plateforme. Dans l'onglet, dans le petit widget qui s'appelle Mon avancement, donc qui est sur la droite, vous voyez un petit graphe. Ça, c'est vraiment un widget qu'on a repris de Moz, qui existait tel quel. L'idée, c'est que l'apprenant a la possibilité de voir son avancement sur les contenus que nous lui avons attribués, mais aussi sur les contenus sur lesquels il s'est lui-même inscrit. Donc, au global, en fait, tous les contenus sur lesquels il est inscrit. Et en fait, ce petit widget, il est intéressant parce que finalement, il crée du challenge et de l'émulation. On a des magasins qui se challengent, où les collaborateurs en magasin se challengent entre eux en disant, moi, je suis à plus de 50% d'avancement sur mes contenus et toi, etc. Donc c'est ça qui est intéressant parce que c'est les prémices de la création de cette communauté apprenante finalement à laquelle on est très attaché.
Sur cette page d'accueil, on va également retrouver 3 rubriques. Une première rubrique qu'on a appelée à la une et qui nous permet là vraiment de pusher des contenus spécifiques liés avec les temps forts de l'entreprise ou alors avec des enjeux spécifiques. On va avoir une deuxième rubrique qui est appelée les contenus les plus populaires. Donc là, ça va regrouper les 4 contenus qui ont connu le plus d'accès. Donc là où on a eu le plus de keybers qui ont participé. Et puis ensuite, on va avoir une troisième rubrique qui est les contenus les plus likés. Et là, du coup, comme son nom l'indique, tout simplement, c'est les contenus qui ont reçu les meilleures notes de la part de nos collaborateurs. Et on avait vraiment la volonté de mettre notre communauté apprenante au cœur finalement des préconisations de formation qui sont faites pour les autres collaborateurs parce que on considère que c'est toujours plus impactant d'être conseillé par un collègue qui fait le même métier que soi que d'avoir quelque chose qui vient d'en haut parfois. Et donc, du coup, c'était vraiment l'objectif d'avoir de faire en sorte que la communauté apprenante joue un vrai rôle dans cette plateforme. Alors, je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, Victoire, je trouve intéressant le fait qu'on y retrouve tous les principes qui ont été abordés tout à l'heure par Fatima sur les enjeux, les problématiques de formation et la vision de la formation par Kiabi. Donc cette vision de tout à l'heure, c'est pas de la langue de bois, c'est pas de l'abstraction, c'est quelque chose qui est un véritable outil opérationnel pour se traduire à l'intérieur du portail. Et évidemment, on va pas revenir là-dessus, mais il y a un lien dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en designant le portail lui-même, la page d'accueil, etc., on se pose des questions d'ordre stratégique qui viennent aussi modifier par des itérations comme ça, permanentes, la stratégie. Il y a une autre page que tu vas commenter, peut-être un petit peu plus rapidement, qui est la page sur la bibliothèque des contenus, parce qu'évidemment, un portail sans contenu, ce serait comme une voiture sans moteur, on n'irait pas bien loin avec. Exactement. Donc finalement, cette page qu'on a appelée bibliothèque, elle regroupe tout simplement 100% des contenus disponibles sur notre plateforme et 100% des contenus sont accessibles à 100% des collaborateurs. C'est un véritable parti pris. On n'a pas du tout la volonté de bloquer l'accès à certains contenus en fonction du métier, etc. Donc tout est accessible à tout le monde. Comme on l'a déjà évoqué, ça a été évoqué notamment par Elodie, il y avait une vraie volonté d'avoir une expérience utilisateur qui se rapproche des expériences utilisateurs que peuvent vivre nos collaborateurs dans une sphère plus personnelle avec des sites marchands, par exemple. Donc, on a mis en place avec Moz un moteur de recherche à facettes. Donc là qui est sur la gauche de la capture d'écran. Ce moteur de recherche, il va permettre aux collaborateurs de trier par thématique. Il va permettre de trier par note aussi, par modalité pédagogique parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes modalités pédagogiques. Certains sont plus sensibles à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils entendent ou à ce qu'ils voient. Et puis, on a aussi la possibilité de trier par durée. Donc là, avec des inputs en disant, voilà, tu as 10 minutes pour te former. Qu'est-ce que tu peux faire sur Academy by Kiabi? Voilà, trie les contenus qui durent 10 minutes et puis rentabilise au maximum ce temps. On a eu beaucoup de contenu créé en interne et on en a aussi créé avec des partenariats parce qu'on n'a pas toujours l'expertise. Je pense notamment au contenu qu'on a créé pour le métier de visual merchandiser où on est allé chercher un partenariat avec une école parisienne parce qu'on n'avait pas forcément l'expertise. Donc voilà, c'est une bibliothèque très très riche. Oui, tu as répondu au passage à la question de Nadia qui demandait si les contenus étaient produits en interne ou en externe. Eh bien, on peut dire qu'ils sont produits de façon mixte, c'est-à-dire que pour partie en interne, pour partie en externe. Ouais. On voit avec ce qu'a dit tout à l'heure Fatima avec la FEST, la part grandissante que prennent les experts de terrain dans la production des savoirs, qui après doivent être médiatisés avec des outils aussi simples que possible par la formation, bien sûr. Enfin, ça, c'est une voie moderne, sans oublier tous les contenus sur étagère qui existent et qui sont venus aussi enrichir le portail, notamment sur les questions du bien-être, etc. Mais je voudrais qu'on aille très rapidement maintenant, parce qu'il nous reste très peu de temps en fait, on a quasiment terminé, qu'on ait un mot sur les parcours métiers très vite et notamment peut-être sur le visual merchandising.
Tu parlais d'un partenariat avec une école qui permet de développer un programme spécifique sur ce métier avec un parcours métier à l'intérieur de la plateforme. C'est ça, exactement. Donc en fait, c'est une troisième page qui existe sur la plateforme. Et là, à l'inverse de la bibliothèque, on va avoir des contenus qui sont attribués spécifiquement au user en fonction de son profil. Donc le critère, ça peut être le métier, ça peut être un établissement géographique, ça peut être la date d'entrée dans l'entreprise. Enfin voilà, on a plusieurs critères de sélection. Et ce plan d'apprentissage, il est découpé en trois parties. Une première partie, donc mes premiers pas chez Kiabi, qui correspond plus ou moins en temporalité au premier mois dans l'entreprise, où on va pouvoir avoir les basiques du métier et quelques éléments sur la culture Kiabi. Ensuite, on va avoir une deuxième partie sur les essentiels métiers. Là, ça va être les fondamentaux du métier, qui ça correspond plus ou moins à la première année dans l'entreprise. Et c'est là que vont s'inscrire, par exemple, pour le métier de visual merchandiser, tous les contenus qu'on a construits avec cette école, qui est la MJM d'ailleurs, parce qu'on va la citer. Donc tous les contenus qu'on a créés avec la MJM et qui permettent en fait aux collaborateurs, donc aux futurs visual merchandiser, d'apprendre son métier. Et puis, on a une troisième catégorie qu'on a appelée aller plus loin, et qui sont des contenus qui sont mis à disposition pour accompagner un collaborateur tout au long de sa carrière chez Kiabi. Mais ce sont aussi des contenus qui sont attribués à un collaborateur spécifiquement pour le préparer à un nouveau métier. Et ça fait le lien avec ce projet de gestion des compétences et de talent management sur lequel travaille en ce moment Kiabi. Voilà, on a envie de pouvoir créer de véritables parcours de carrière. Et cette catégorie aller plus loin nous permet en fait du coup de pouvoir modéliser ça aussi pour préparer un collaborateur à un nouveau métier. Je suis un petit peu comme le lièvre de La Fontaine, hein, amené à courir rapidement en fin de webinaire. Donc, je vais pas laisser la parole à Fatima là, parce que elle a très justement pointé comment dirais-je, la perception que l'ensemble des apprenants, des collaborateurs de Kiabi a pu avoir de cette stratégie, de cette souplesse, de cette capacité à délivrer contre vents et marées via le portail. Et donc, effectivement, là, les éléments clés qui ressortent de ce projet, c'est un retour, mais bon, il y a des statistiques là-dessus, on ne va pas y rentrer, mais c'est un retour de très grande qualité de la part des apprenants, sans doute très heureux d'avoir vu le digital learning se développer à telle vitesse. Tu as aussi signalé l'importance, donc la symétrie des attentions, on n'y revient pas, mais l'importance de la direction. Il n'y a pas d'organisation apprenante dont la direction elle-même ne soit pas apprenante et convaincue que l'organisation doit aller vers ça. Chez Kiabi, là encore, ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas de l'ordre du discours, c'est de l'ordre de la réalité, comme on vient de le prouver, comme tu l'as prouvé, Fatima, depuis le début de ce webinaire et les réalisations effectives. L'importance du manager, là aussi, c'est quelque chose qu'on trouve systématiquement, mais juste, j'insiste là-dessus, l'importance du manager, on peut la voir à deux niveaux. On la voit au niveau pratique, c'est-à-dire comment dans le magasin, comment dans une entité, Fatima, son dispositif, ses équipes formation donnent les outils, les processus qui permettent d'impliquer le manager dans la formation des collaborateurs. Mais là aussi, la crise a eu beaucoup d'importance parce que les managers, on s'aperçoit très souvent, on a entendu dire, finalement, les managers, ils ne sont plus si importants que ça. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est finalement, c'est des collaborateurs et c'est une plateforme digitale. En fait, non. Les managers ont joué un rôle clé dans la crise parce que c'est souvent eux qui étaient en première ligne pour identifier le mal-être, notamment, des collaborateurs, les difficultés, et pour s'impliquer à l'intérieur de cet aspect-là. Donc, moi, je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus en matière de conclusion. Élodie et Fatima, les questions, on a essayé d'y répondre tout au long de notre webinaire. S'il y en a d'autres, elles seront répondues ultérieurement. Et puis, de toute façon, il sera possible de poursuivre la discussion. Alors, Michel Diaz, oui, tout à la fin, parce que les sachantes, ce sont Fatima, Victoire et Élodie, bien sûr. J'aimerais votre conclusion, Élodie, à toi, sur l'ensemble du projet, la collaboration. Bref, en quelques mots, qu'est-ce qui te vient à l'esprit à la fin de ce petit parcours d'une heure? Une alchimie et un client qui nous fait aussi progresser, un smart client. Voilà, on les aime beaucoup. Donc, smart provider plus smart client égale smart project.
C'est ça. Fatima, Moi, ce qui me vient à l'esprit, du coup, c'est cette notion d'agilité. Donc, agilité, oser, parce que effectivement, comme l'a dit très bien Elodie, on a fait des faits, refaits, repensés. Donc, une adaptation permanente et une transformation finalement qu'on n'a pas fini, hein, parce qu'on initie, on est au tout début de cette transformation du coup de l'apprentissage. Donc voilà, s'ouvrir en tout cas à toutes les modalités et oser revenir sur les décisions qui ont pu être posées pour se réinventer. Donc, adaptation, créativité et se réinventer en permanence. oui, c'est-à-dire que concrètement, toutes les qualités dont vous avez fait preuve pendant cette crise, ce sont des qualités qu'il ne faut pas oublier, qu'il va falloir maintenant mobiliser de façon permanente. Et je pense que les entreprises, les apprenants, les managers, les directions sont prêts à entendre ça. On arrive à la fin de notre webinaire. On avait prévu un sondage, mais tant pis, il n'y aura pas de sondage, on ne peut pas tout faire. La matière était déjà bien riche. Encore une fois, vous pourrez poursuivre les échanges avec Fatima, Victoire et Elodie. Je trouve que c'est un beau projet, une belle réussite. Et je vous souhaite maintenant d'implémenter le projet TMS finalement de façon plus approfondie, puisque une fois que la stratégie digital learning aura été menée et consolidée à l'international, eh bien, vous pourrez approfondir la partie TMS, notamment sur le périmètre géographique qui était initialement prévu. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté de témoigner pour nous, Elodie, Fatima, Victoire. Je vous dis à bientôt. Je remercie à tous nos participants. On a perdu très peu de monde, ça veut dire que le webinaire était intéressant. Et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous, à bientôt.